Bonjour à tous. Pour bâtir une industrie du microprocesseur en Europe, il faut une volonté politique, il faut évidemment des fonds importants et puis une entreprise qui va industrialiser ce process et la conviction aussi d'un entrepreneur. C'est mon invité aujourd'hui dans Smart Tech. Grand invité Philippe Noton, le président fondateur de Seapearl. Deuxième partie de l'émission, on découvrira l'accélérateur, un nouvel accélérateur du côté de BPI qui est consacré à l'industrie de la culture et du cinéma. Mais tout de suite, donc sans plus attendre, je vous propose cette grande interview. Philippe Noton, président fondateur de Seapearl dans Smart Tech. C'est la promesse d'un Intel européen, d'un Airbus, du semi-conducteur. Bonjour Philippe Noton. Bonjour Delphine. Vous êtes le président fondateur de Seapearl. Merci beaucoup d'être dans Smart Tech. Est-ce que la comparaison avec Intel ou Airbus vous convient pour votre projet Seapearl ? Alors, je suis plutôt fier des deux comparaisons. Airbus, ça a démarré en Europe, une volonté franco-allemande. Seapearl a démarré également en Europe, à Bruxelles, il y a quelques années. Intel, c'est la référence mondiale depuis plus de 40 ans. Oui, le but, c'est de faire un Intel en Europe, tout à fait. Alors, l'objectif, très concrètement, donc, c'est de construire ce premier microprocesseur pour les supercalculateurs qui soit 100% européen. Est-ce qu'il doit être 100% européen, d'ailleurs ? Alors, on essaie d'être le plus européen possible dans ce qu'on fait. Il y a énormément de problématiques de souveraineté, d'usines, d'accès aux technologies. Dans notre cas, il va être fabriqué à Taïwan, parce que c'est aujourd'hui, il y a les usines les plus avancées pour ce qu'on veut faire. Mais toute la R&D, en revanche, est en Europe ? La conception est en Europe, oui, tout à fait. En Europe, alors, plus précisément, en France, en Allemagne, en Espagne ? On a démarré en France avec 4 centres de R&D en France, Maison Lafitte, Massy, Grenoble et Sophia Antipolis, qui sont des centres de compétences, des bassins d'emploi sur ce qu'on fait. On a très vite ouvert en Allemagne, près de Duisbourg, qui est un centre de compétences également, et Barcelone, qui est clairement indispensable dans le monde du supercalcul. Donc aujourd'hui, 6 centres de R&D ? C'est ça, tout à fait. Autour du projet, donc moi je dis Seapearl, vous dites Seapearl. Oui, ça fait. En anglais, ça passe mieux très bien. La première fois que je prends contact avec vous, par des relations, on ne va pas préciser davantage, c'est pas très intéressant pour l'émission, mais c'est en 2018. Et à ce moment-là, vous êtes déjà sur ce projet. L'idée de construire une entreprise est là, mais elle n'existe pas encore. Vous êtes le directeur général d'un programme européen, l'European Processor Initiative, derrière lequel ce programme, on retrouve un consortium de 23 partenaires devenus 27 partenaires. Donc aujourd'hui, on peut citer Atos, le CEA, qui d'autre ? Atos, le CEA pour les Français, vous avez ST en Italie, vous avez Infineon en Allemagne. Il y a énormément de centres de recherche, que ce soit en Italie, en Espagne, jusqu'à la Grèce. Donc il y a 11 pays qui sont couverts. Et Seapearl est la première émanation industrielle de ce consortium que j'ai monté en 2018. Et ce consortium, aujourd'hui, ce sont ceux qui vous soutiennent depuis le début, mais aussi vos clients demain ? Tout à fait, c'est l'intérêt de ce type de consortium européen. Enfin, globalement, c'est un programme qu'on appelle Horizon Europe. On y a nos clients, ou futurs clients type Atos. On a les clients de nos clients, c'est-à-dire ce qu'on va appeler nos end-users, nos utilisateurs finaux, type le CEA, type BSC en Espagne, type Jülich en Allemagne, encore Gency en France, qui a de grandes chances d'héberger la plus grosse machine de recherche civile française. Alors, donc, on parle de construire le premier microprocesseur basse consommation au monde dédié au calcul haute performance. Vous avez qui d'autre sur le marché ? En Europe, sur ce type de composants, ce qu'on va appeler des CPU, c'est-à-dire un microprocesseur généraliste qui peut tout faire très rapidement, on est tout seul. Les concurrents sont essentiellement américains. Il y a eu un peu de japonais également dans le temps. Ce qui se passe en Chine, c'est devenu complètement isolé, ça ne nous concerne plus, donc ça se joue globalement entre les Américains et nous. Et c'est pas inquiétant quand on est tout seul ? Ou le premier, alors, sur un marché ? effectivement, en règle business ou start-up, si vous êtes tout seul, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit il n'y a pas de marché, soit votre projet il est farfelu. Dans notre cas, c'est différent parce que le projet est tellement grand, tellement compliqué que c'est un projet supranational qui a pu démarrer grâce au support de Bruxelles, qui n'est pas finançable uniquement par un État. Et cet effort que Bruxelles fait à travers d'EuroHPC, qui est une entreprise commune de plus du milliard, est matérialisé à travers Seapearl. Ils ne peuvent pas initier beaucoup de sociétés comme ça. Et on a passé la barrière à l'entrée nécessaire pour être... Et alors, vous vous positionnez donc sur un microprocesseur pour des supercalculateurs. Pourquoi spécifiquement ce marché ? Alors, on répond à un besoin.
ce qui est Oui. un peu nouveau également, parce qu'en culture, on va dire surtout français, c'est de créer On le travaille la produit, technologie, on travaille la techno, le produit, donc notre offre. après on essaie de trouver un marché. Ouais. Nous, on répond à un besoin de supercalcul. Il y a besoin de supercalcul pour tout faire en simulation, et d'autant plus depuis la problématique Covid, depuis la problématique guerre en Ukraine, et simplement des problématiques industrielles, de climato, etc. Il faut faire du calcul pour tout. Et depuis quelques années, Bruxelles a pris la décision très éclairée de monter le nombre de supercalculateurs européens dans ce qu'on appelle le top 500, c'est-à-dire les 500 supercalculateurs mondiaux. Et ça commence à porter ses fruits, parce que dans le top 4, il y a 2 Européens, il y a la machine finlandaise, il y a la machine italienne, maintenant on attend encore une machine allemande, puis une machine française, dont on compte bien en faire partie. Alors, vous avez évoqué quelques domaines d'application. Plus précisément, à quoi vont servir ces supercalculs boostés par des microprocesseurs européens? Alors, il y a des microprocesseurs dans tous les cas. Il peut y avoir des accélérateurs également. On parlera peut-être d'accélérateurs quantiques ou des solutions avec lesquelles on s'interface. Ça, c'est une projection beaucoup plus long terme. Ça commence à arriver tout doucement. Ouais. Nous, on fournit le microprocesseur universel qui va être au centre de toute cette taille-là. Donc, c'est tous les calculs. Alors, vous montrez cette taille-là. Ça, c'est un microprocesseur. Voilà. Un supercalculateur. Voilà, 7 cm sur 7. Dans un supercalculateur, vous allez en avoir entre 5000 et 150 000. D'accord. Le record a été fait par le supercalculateur japonais, le Fugaku, qui aligne 150 000 processeurs comme ça. Donc tout le challenge, c'est de les orchestrer, de les faire travailler ensemble, qu'il y ait des interconnexions très très rapides d'un microprocesseur à l'autre, parce qu'il ne suffit pas de faire des calculs dans les cœurs du microprocesseur, encore faut-il les envoyer sur les processeurs à côté, les envoyer vers la mémoire, etc., et que les données soient accessibles. Donc ça, c'est une partie de nos spécialités. Mais pour répondre à votre question, donc qu'est-ce qu'on y met comme une charge applicative dessus? Oui. C'est tout ce qui est massivement parallèle. Donc typiquement, ça va l'application historique Météo France, calcul météorologique. Maintenant, ça joue au niveau planétaire, je dirais tout ce qui est simulation climato pour limiter les réchauffements de la planète. C'est tout ce qui est simulation mécanique. Je dirais un Airbus aujourd'hui, c'est conçu en simulation. Une voiture, c'est conçu en simulation. On va jusqu'à faire les simulations de crash. Euro NCAP, maintenant, c'est plus sur des cas réels, des vrais crash tests. C'est fait en bonne partie sur simulation. Donc, c'est beaucoup plus green. En France, depuis qu'on a arrêté les essais nucléaires dans le Pacifique, ça se fait ça se fait en simulation nucléaire, enfin en simulation, pardon. Donc Okay. c'est fait au CEA, c'est-à-dire la quantité d'applications est énorme. Il y en aura de plus en plus. Ça va aller jusqu'à ce qu'on appelle le jumeau numérique, où le but c'est globalement d'être capable de tout remodéliser, y compris un corps humain pour faire de la modélisation biologique, etc., voir des effets médicamenteux ou calculer les médicaments eux-mêmes. Vous n'avez pas parlé encore d'intelligence artificielle. C'est une des applications. On a beaucoup parlé récemment, par exemple, de ChatGPT. Derrière, vous avez un supercalculateur qui est spécialisé en IA, qui est capable de préparer ou de calculer toutes les réponses. C'est un Donc, marché. C'est pas des éléments. C'est un marché. C'est un marché pour vous. Vous avez évoqué la voiture. Quand on avait discuté en 2018, vous m'aviez dit on pourrait aussi être utilisé demain pour la voiture autonome. Alors, c'était demain en 2018, qui en fait est plutôt après-demain. Effectivement, à l'époque, là, il y avait un très gros hype sur tout ce qui était voiture autonome, ce qu'on appelait niveau 4, niveau 5. Ouais. C'est un peu retombé après, c'est en train de reprendre. Parce que depuis, ils ont eu le Dieselgate, il fallait gérer l'électrification. Maintenant, il commence à y avoir un besoin effectivement très fort de gros calculateurs embarqués dans les véhicules. Alors, c'est pas tout à fait ce type de composants qui sont encore, on va dire, très chauds, qui consomment beaucoup, et avec une puissance de calcul qui est peut-être un peu trop forte pour les véhicules. Mais d'ici quelques années, oui, ça va être le cas. D'autant plus qu'ils ont des cycles qui sont assez lents de développement. Ça peut aller jusqu'en 10 ans entre la création du besoin et la mise en production. Donc, c'est des secteurs sur lesquels on commence à regarder, tout à fait. Ouais, en même temps, 10 ans, c'est pas grand-chose quand même. À notre échelle, c'est pas grand-chose. Non. Alors, là, on a parlé du développement applicatif. À quoi ça va servir, tous ces super calculateurs? Il y a aussi cet enjeu de souveraineté. Est-ce que vous vous inscrivez dans le CHIPS Act, qui fait l'actualité d'ailleurs en ce moment, puisqu'on est en trilogue au niveau européen? On connaît très bien le CHIPS Act, comme dit, parce que le consortium EPI, Cypher, ça a démarré à Bruxelles. Le CHIPS Act est une très très bonne chose, donc qui a été ratifié hier avec plusieurs piliers, ça va entre autres permettre d'avoir du budget pour des usines, parce que comme dit précédemment, dans notre cas, on est faiblesse, c'est-à-dire on ne peut pas avoir notre propre usine, c'est juste impensable en termes de budget, vu qu'on est sur des classes d'usines de l'ordre de 20 à 30 milliards.
on représenterait nous-mêmes qu'une fraction de ce que pourrait produire une usine, donc c'est un effort mutuel. Donc si le CHIPS Act permet d'avoir des usines en Europe, il y a une possibilité qu'il y ait une usine, par exemple, d'Intel assez significative en Allemagne de l'Est, pourquoi pas. On imagine mal Intel accueillir votre projet ? Parce que vous venez de concurrencer directement ? Non, parce que justement, alors Intel, effectivement, est concurrent avec une offre produit, ce qu'on appelle l'écosystème x86, mais à des usines. Et à une politique de fonderie comme TSMC, c'est-à-dire d'accueillir des sociétés comme nous dans leurs usines. Donc vous êtes éventuellement en discussion avec eux ? On est potentiellement client. Le tout, c'est d'avoir que l'usine arrive. Et une usine de ce niveau-là, ça ne se fait pas en quelques minutes. On est plutôt sur quelques années. Comme ça s'est produit en Arizona, les premières usines en Arizona, la première a déjà dû être inaugurée là, pour du 5 nanomètres. Et puis il y a Nvidia aussi. Alors Nvidia est fabless. Comme nous, là, on va être en partie concurrent sur certains marchés. Partenaires, d'ailleurs, on a publié un accord stratégique parce que notre CPU, c'est-à-dire notre microprocesseur, peut très bien travailler avec des accélérateurs Nvidia, comme avec des accélérateurs Intel, comme avec des accélérateurs AMD ou Graphcore en Angleterre, et on peut partager les mêmes usines. Comment est-ce qu'ils regardent ça, là, ces grands puissants américains du semi-conducteur, de la puissance de calcul ? Comment ils vous regardent, le petit Européen qui essaye d'émerger ? C'est une très bonne question. On va dire leur regard sur nous a énormément changé en 5 ans de projet. Au départ, c'était encore une petite idée européenne qui va jamais marcher, qui va faire on va dépenser beaucoup d'argent, mais ça va pas faire. Je dirais, ça va pas le faire parce que c'est réparti sur X pays avec plutôt une vision académique. Très bien, parce que les Européens sont très bons pour la partie recherche amont, mais après, pour ce qui s'agit de l'industrialisation, on sait que ça part. Donc ça, c'était l'idée au départ. Où là, un des très gros nous a dit d'ailleurs, la seule façon de faire un microprocesseur en Europe, c'est que les Américains le fassent pour vous. Avec toute la petite arrogance qu'il y avait derrière. Et il se trouve qu'avec justement les balbutiements du CHIPS Act, le fait qu'on soit globalement sorti de ce consortium comme entité privée, c'est-à-dire avec une gestion privée, énormément de super européens, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis Airbus. Airbus, c'était pareil. Au départ, la Caravelle, ça faisait rigoler les Américains. Après, quand il y a eu la 300 à 320, c'est différent. Et maintenant, il se trouve qu'Airbus est au-dessus de Boeing. Alors, toute proportion gardée, parce qu'on n'est pas du tout à ce niveau-là, on fait maintenant partie de l'écosystème. Et si on a pu signer ces accords avec justement Intel, Nvidia, AMD, c'est pas anodin. C'est-à-dire à l'époque, quand on a démarré avec Intel, vous êtes un interlocuteur pris au sérieux aujourd'hui. Très, très pris au sérieux. Avec qui vous pouvez négocier avec Intel, Nvidia aujourd'hui. Alors là, il y a quand même un certain rapport de force, parce qu'ils sont, on va dire, plusieurs milliers de fois plus gros que nous, mais il y a un truc qu'ils n'auront jamais, c'est le rapport européen. Alors, vous annoncez début avril une levée de fonds de 90 millions d'euros. Donc, d'un seul coup, vous êtes dans la lumière. On peut dire que c'est vraiment le grand démarrage. Vous ne partez pas juste avec ces 90 millions d'euros, puisque au départ, donc, avec ce programme Mont-Blanc 2020 et puis l'European Processor Initiative, vous cumulez au total 220 millions d'euros, c'est ça ? Alors on va être sur un budget total de 220 millions d'euros. On a touché jusqu'à présent, que ce soit en aide de Bruxelles, ce qu'on appelle des grants, donc H2020, puis après Horizon Europe, ainsi qu'une aide plutôt sympathique de la région Île-de-France. Plus de 20 millions d'euros, ce qui nous a permis de décoller, d'avoir les premiers employés. Et là, cette première partie de notre série A de 90 millions d'euros qu'on a annoncé il y a 2 semaines va nous permettre, dans un premier temps, de consolider la technologie et surtout de doubler nos effectifs. Et qui vous a suivi alors pour cette levée spectaculaire ? Alors, on en revient sur le drapeau européen qu'on a un peu partout sur ce qu'on fait. La Banque européenne, la BEI, pardon. Oui. L'EIC, European Innovation Council, qui est un super outil que je tiens à remercier. Aujourd'hui, alors là, on va dire, ça se passe sous forme de concours, il y a des dossiers à monter, etc. On est challengé au niveau européen et on fait partie de la promo de décembre 2021 où il y a eu 99 startups qui ont été sélectionnées, donc comme très orientées deep tech et sur des projets très durs à financer. Donc ça va de la biotech ou quantique ou au semi-conducteur. Et sur cette promotion-là, la Commission européenne a mis plus de 680 millions d'euros d'investissement, ce qui est colossal. Ouais. En fait, le l'EIC, c'est un peu la French Tech au niveau européen. Mais pour des projets qui sont moins logiciels, moins SaaS. Donc très bien pour ce qu'on fait. Ça a été pour les 2 premiers. Donc ça, c'est la consolidation européenne de ce qu'on fait. Le troisième, est Cocorico, c'est le drapeau français, French Tech Souveraineté, ça dépend du plan France 2030, qui prend un ticket significatif et qui consolide quand même l'ancrage français sur ce qu'on fait. Et après, nous avons 2 corporates. ARM, qui est détenu par SoftBank, qui est le numéro 1 mondial. Mais ARM, alors, américain ?
Alors aujourd'hui, c'est anglo-japonais. Ok. Alors, c'est une société mondialisée. Il y a quand même 400 personnes, par exemple, la Sophia Antipolis, qui développe des cœurs et qui est le numéro 1 mondial de ce qu'on appelle l'IP, la propriété intellectuelle, et qui est dans tous les smartphones. Ouais. Donc vous avez dans un smartphone comme celui-ci plusieurs dizaines de cœurs ARM. Donc ARM est partenaire stratégique et investisseur corporate chez nous. Donc pas américain, pardon, mais vous êtes allé chercher des fonds chez les Américains? On est allé chercher des fonds partout. Ouais. On continue parce que c'est une série A qui va se faire sur plusieurs niveaux avant une série B, parce que la problématique de la deep tech et du semi-conducteur, c'est qu'on est sur des tickets qui sont très gros. On est sur une approche deep tech, donc il faut dépenser énormément de cash pendant plusieurs années avant d'avoir un produit, comme dans une biotech où il faut tester la molécule, faire toutes les phases cliniques, et au bout de 10 ans, ça peut être jackpot. Bon, nous, c'est sur des cycles quand même un peu plus courts. Et pour le dernier investisseur, qui est quand même assez fondamental sur ce que fait, qui est le numéro 1 en Europe, qui est, alors à l'époque on appelait Atos, maintenant c'est évident, qui fabrique des supercalculateurs et qui pour nous est un client privilégié. Alors, vous avez mené toute votre carrière dans le domaine, on va dire, des technologies, des semi-conducteurs, de la sécurité. Vous travailliez à l'époque pour ST Microelectronics quand l'idée de Cyper est née. Pourquoi ne pas avoir proposé ce projet en interne? Alors, je ne peux pas rentrer dans des sujets un petit peu délicats. Parce pour juste ST Microelectronics franco-italien. Donc, oui, alors, a priori, une base avec laquelle on pouvait construire quelque chose autour du semi-conducteur souverain. Tout à fait. Alors, je dirigeais la division, ce qu'on appelait grand public, consumer, c'est essentiellement des produits audio-vidéo, qui a une dizaine d'années, ST était numéro 1 mondial sur ça. C'est une division que j'ai en partie redressée, mais pour des raisons stratégiques que je respecte tout à fait, ST a décidé d'arrêter ce qu'on appelait à l'époque le digital, c'est-à-dire les composants complexes, ou celui-ci, globalement la Formule 1, c'est-à-dire à l'extrémité du spectre, pour se concentrer sur ce qu'ils font très très bien aujourd'hui. Je reviens au smartphone, capteur d'image, et tout ce qu'on appelle les composants de puissance, qui permettent de charger ou décharger la batterie de votre véhicule électrique. Donc pour des raisons stratégiques et de coût, le digital et l'accès aux process avancés, type 6 nanomètres, 3 nanomètres, comme on a sur ce type de composants, n'était plus du tout dans la ligne stratégique d'ST. C'est pour ça que je suis parti pour faire ça à l'extérieur. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de la politique européenne? On a évoqué le CHIPS Act ensemble. Est-ce que vous estimez qu'on est suffisamment protecteur aujourd'hui de notre industrie? Est-ce qu'on devrait davantage pousser la préférence européenne? Alors, le CHIPS Act et tout ce qui se passe dans le semi-conducteur depuis quelques années, entre autres depuis la pénurie qui a démarré là, pendant le Covid, c'est un peu une révolution. Enfin, je vois ça comme une révolution en Europe. Alors, c'est pas que le marché se referme, mais on se rend compte que si on met de l'argent public sur des projets, à terme, si les PME et les sociétés, quand je dis locales, européennes, pouvaient en profiter, ça serait quand même bien mieux. Donc, on commence à faire ce que les Américains, les Chinois, même les Japonais font depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire, on met de l'argent public, c'est d'abord pour des emplois locaux, créer de la valeur locale. Aujourd'hui, si vous achetez $1 million de composants américains, que ce soit Intel ou AMD, c'est $1 million qui vont aux États-Unis, à quelques pourcents pour les forces de vente d'Intel en Europe, mais le reste, c'est parti. Donc la création de valeur, les emplois, c'est là-bas. Vous allez acheter $1 million de composants faits dans des sociétés européennes, que ce soit chez nous ou nos voisins. Alors, il y a une petite partie qui va aller à l'usine qui est en Asie, ça c'est évident, mais le reste, c'est quand même de la création de valeur locale. Ce qui permet après, cercle vertueux, de recréer des emplois, créer d'autres produits. Donc enfin, on arrive là-dessus. Bon, avec tout le respect de l'OMC pour éviter des problèmes derrière. Mais j'ai vu en quelques années... Il y a vraiment un changement de doctrine qui... Il y a un début de changement de doctrine. On va le voir sur des faits. Et dans notre cas en particulier, comme on est tout seul en Europe, il n'y a pas de problématique de distorsion de concurrence en Europe. Alors c'est l'autre question. Est-ce que vous devez rester seul en Europe ou est-ce qu'il nous faut plusieurs Cyper pour vraiment bâtir cette industrie du microprocesseur? Alors, on va dire pour bâtir une industrie du semi-conducteur au sens large, parce que le spectre est très large, ça va de composants, je dirais on est à l'extrémité très haut de gamme du spectre sur des composants qui valent plusieurs milliers de dollars, mais vous pouvez avoir des composants pour ce qu'on appelle du edge, pour de l'IoT, etc., enfin des tas de secteurs techniques. Il y a un besoin de créer énormément de sociétés faiblesses. Ouais. Donc, c'est-à-dire c'est les startups de semi-conducteurs, alors qui n'ont pas forcément besoin de budget aussi élevé que les nôtres, mais sur certains secteurs techniques, pour 10 millions, 20 millions d'euros, vous pouvez faire des produits. Donc dans notre cas, on est plutôt sur classe 200 millions d'euros. Mais il faut des produits, il faut que l'écosystème prenne pour que les ingénieurs aient envie d'aller dans ce secteur, parce que paradoxalement, il n'y en a pas assez.
Il y a un enjeu de recrutement pour vous aussi, qui est colossal sur ce qu'on fait. Ouais. C'est pas par hasard qu'on est sur 6 centres de R&D et probablement d'autres. Donc il faut créer une filière, on en fait partie, leur montrer aux ingénieurs qu'on est sur des projets qui sont très sexy, sur lesquels ils peuvent aller, et que c'est pas du tout, en ce qui nous concerne, du fer à souder, monter des composants, etc. C'est de la conception, donc ça se fait sur des consoles de CAO, comme pour concevoir un avion. Et qui dit start-up, dit produit, dit ingénieur, dit après création de valeur. Et pareil, le cercle vertueux, la machine va se mettre en route pour qu'il y en ait beaucoup plus. C'est toute la spécificité de la Silicon Valley. Alors, un petit peu moins maintenant, parce qu'avec l'effet télétravail, c'est un peu en train de se déporter sur d'autres sites aux États-Unis. Mais c'est visible en Californie, c'est également visible en Israël. Alors, comparé aux États-Unis, c'est peut-être un peu démesuré. L'Israël n'est pas beaucoup plus gros que la France, et même plus petit. Donc, ce que les Israéliens font, on devrait arriver à le faire. Et d'ailleurs, sur vos recrutements, quel est le nombre de nationalités que vous avez dans votre entreprise Cyperl? Est-ce que vous allez chercher des talents aussi au-delà des frontières européennes? Est-ce que vous allez les chercher aussi en Silicon Valley, peut-être? Alors, on a été très vite sur pas mal de nationalités. C'est une problématique de recrutement global. On en a plus de 15. On a, sur notre siège à Maison Lafitte, là, des ingénieurs qui ne parlent pas français, qui sont en train d'apprendre le français. 2 CV sur 3 aujourd'hui qu'on reçoit sur la base de tous les postes qu'on a ouverts sont hors Europe. Et alors d'où? Alors, on a des flux venant de l'Afrique du Nord. On a énormément de demandes venant d'Inde. D'accord. Pourquoi? L'Inde, 1,4 milliard, 1,4 milliard de citoyens. Je crois qu'ils produisent plus d'1 million d'ingénieurs par an. 10% des ingénieurs indiens n'auront pas de travail en Inde, donc de toute façon sont obligés de fuir. Puis dans le semi-conducteur, c'est assez classique. C'est un vivier intéressant. Après, c'est le management d'équipes aussi éclatées sur la planète, ça doit être compliqué. Alors, pour l'instant, on est France, Allemagne, Espagne. Ouais. Donc on est dans la même time zone, contrairement aux États-Unis où vous êtes très vite sur 3 fuseaux horaires. Pour les jeunes sortis de l'école, c'est très bien de démarrer directement dans un contexte international, d'avoir des voisins de bureau qui sont de nationalités différentes. Alors forcément, tout se passe en anglais. C'est de la mixité, ça diffuse très bien comme ça. Et on n'a pas le choix. De toute façon, On est bien au-delà d'une problématique de trouver des ingénieurs français. Ça, c'est fini. Le président Biden a dit que dans le cadre du US Chips Act, donc le pendant de la version européenne, il lui fallait plus de 50 000 ingénieurs en semi-conducteurs par an. Ça va être la bataille. On en a quasiment pas. Et là, il faut y aller. D'où c'est des relations qu'on est en train de tisser avec les écoles. Allez dans le secteur. Il n'y a pas que le conseil, il n'y a pas que la finance. Oui. Allez, faites ingénieur, c'est pour faire de l'industriel. Bon, et puis c'est intéressant en termes de technologie, c'est aussi intéressant en termes de défis à relever pour la planète, parce que vous travaillez aussi sur les économies d'énergie. Économie d'énergie, entre autres, mais effectivement, parce qu'il faut se projeter sur ce qu'on fait en termes d'application, ce qu'on va supporter en termes d'application. Alors, il y a un acronyme assez classique, la Tech for Good. Ouais. Effectivement, les cas applicatifs qu'on gère sont très séduisants pour tout le monde, parce que vous donnez un sens à votre travail. Vous venez ici, vous allez améliorer la vie de chaque citoyen, etc., que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de météo, sur beaucoup de choses. J'espère que vous serez entendu, vous allez recevoir plein de candidats. J'espère aussi. Très prochainement. Le sujet du recrutement, c'est un sujet aussi qu'on suit beaucoup dans Smartech. Merci beaucoup Philippe Noton de Cyperl. Merci de toutes vos explications. On se retrouve après une courte pause. Cette fois, on va basculer du côté de la BPI pour s'intéresser à ce qui se passe du côté du financement de la culture. Deuxième partie de Smartech, votre quotidienne sur le numérique, les technologies, l'innovation. Philippe Noton nous a fait le plaisir de rester avec nous, président fondateur de Cyperl. Vous nous avez accordé cette grande interview pour nous parler de votre ambition sur le microprocesseur pour les supercalculateurs en Europe. Et nous avons maintenant rendez-vous avec Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l'accompagnement chez BPI France. Donc on reste un peu dans les mêmes sujets de comment nous aider à pousser cet écosystème français, à gagner cette souveraineté sur le marché numérique. Là, on va s'intéresser plus particulièrement au secteur de la culture avec cet accélérateur cinéma et audiovisuel. Bienvenue déjà dans Smartech sur ce plateau. On va parler de ce programme. Donc, il est entièrement consacré à ces entreprises du secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Il est quand même déjà très soutenu en France, ce secteur, je pense notamment par le CNC.
Alors effectivement, il y a un soutien du CNC qui est très fort, de l'IFSIC aussi, qui est un des instruments financiers notamment d'accompagnement du secteur. Et nous-mêmes, du côté de BPI France, on a engagé sur les 3 dernières années plus de 4 milliards d'euros auprès de 11 000 entreprises du secteur pour essayer de leur donner les moyens d'exprimer leur plein potentiel. Oui, mais on avait l'impression qu'il n'y avait peut-être pas besoin de davantage. Donc vous nous dites si, il y avait quand même des lacunes encore à combler pour accompagner ce secteur. Exactement, parce que là, on vient de parler plutôt d'enjeux d'accompagnement financier, mais Oui. en plus de ça, on est convaincu qu'il faut associer à cet accompagnement financier un accompagnement avec de l'expertise, c'est-à-dire apporter plus de conseils à des PME qui sont généralement assez isolées, dont le dirigeant n'a pas forcément le temps de sortir la tête du guidon de son entreprise, et donc le mettre en contact avec un expert qui est capable de le challenger sur sa stratégie, de travailler avec lui sur ses enjeux commerciaux, sur son organisation, ça permet d'exprimer le plein potentiel de son entreprise. Alors, c'est peut-être plus précisément, c'est quel type d'entreprise que vous aidez à accélérer? Alors, on cible les entreprises qui sont plutôt catégorisées comme des PME. Le centrage de cet accélérateur est autour de 5 millions d'euros. Donc, c'est des entreprises, on va dire, de 1 million à quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Quel métier on trouve derrière? Alors, très centré sur la production audiovisuelle, mais on va avoir aussi tout l'amont qui est dans la conception, l'exploitation aussi des salles, et puis tout l'écosystème, notamment de location de matériel, d'évolution et aussi de solutions technologiques qui vont permettre à ces sociétés de se transformer. Alors, évolution technologique, on imagine bien que tout ce secteur a été fortement bouleversé par l'arrivée des plateformes numériques dans la distribution, la manière de finalement trouver des nouveaux modèles économiques de distribution de la culture, de nouveaux modes de consommation qui sont imposés dans la société. À quel point cette industrie a été chahutée et à quel point elle est aujourd'hui en difficulté? Alors, l'industrie est challengée, comme beaucoup d'industries, par les enjeux de digitalisation et qui amène en fait des évolutions profondes sur les modes de consommation en fait de la production audiovisuelle. Et ça amène ces entreprises-là, qui sont pour la plupart des PME, à bien sûr résister d'une certaine manière, mais aussi à saisir les opportunités. Et c'est là-dessus qu'on insiste avec le CNC sur cet accélérateur, c'est de se dire, en fait, ces évolutions, pour des structures qui ont des tailles qui leur permettent d'être très agiles, en fait, est source d'opportunités. Et saisir ces opportunités, notamment sur le digital, sur certaines niches, je pense notamment à une société que vous connaissez certainement, qui est Fortiche Productions, qui a créé Arcane, qui est une série qui passe sur Netflix, qui a été récompensée d'ailleurs l'an dernier de la meilleure adaptation de jeux vidéo sur une série. Et ben, eux, typiquement, ils se sont vraiment saisis de cette tendance-là et ont été capables, avec un savoir-faire qui est très français en fait, qui est incarné notamment par l'école des Gobelins, qui permet de générer régulièrement des talents qui permettent justement à ces sociétés de se développer, a été capable de saisir ce type d'opportunités. Et le tissu de PME... Pour réussir à garder une place noble dans ce secteur, en France, il faut travailler sur des niches? Il ne faut pas exclusivement travailler sur des niches, mais en fait, on voit avec ces nouveaux usages et ces nouvelles demandes du public, en fait, je pense que l'enjeu, c'est pas forcément. Au début, en fait, on va avoir une niche parce que c'est une nouvelle, c'est un nouveau marché qui, par définition, au début est petit. Et s'engager là-dessus, ça peut générer à terme un marché significatif. Donc c'est innover. Et c'est innover, exactement. C'est ça plutôt la clé. Exactement. Et le niveau de numérisation, de digitalisation, on dit aujourd'hui, du secteur, il est correct? Alors, ou on est vraiment à la traîne? Comme l'économie française, je dirais pas qu'on est à la traîne, mais je dirais qu'on est largement challengé sur cette dimension-là. Et qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ça passe aussi beaucoup par un apprentissage que je qualifierais quasiment de collaboratif. C'est-à-dire que dans le numérique et dans l'appropriation des nouveaux usages, le fait de s'ouvrir, encore une fois, à des compétences externes, mais plus largement à s'ouvrir à d'autres acteurs de son secteur, permet d'adopter plus vite des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire, et du coup d'être capable de saisir les opportunités dont on parlait. Donc là, ce nouvel accélérateur, c'est une nouvelle promotion là, qui démarre. Vous embarquez 20 entreprises, c'est ça? 16 entreprises. Ah, 16. Je ne sais pas pourquoi j'ai un mauvais chiffre. Quel est leur profil et quel est le travail que vous allez effectuer avec elles? D'accord. Le chiffre d'affaires moyen de ces entreprises, c'est 5 millions d'euros. C'est ce que je vous disais, je crois que c'est 4,5 millions d'euros exactement. Et elles sont assez largement centré sur, encore une fois, la production audiovisuelle, mais on a de l'amont et de l'aval, comme je vous le disais. Notre enjeu avec ces entreprises-là, il est double.
Le premier, c'est d'aller regarder au niveau individuel de l'entreprise quel est leur potentiel de croissance et quelle est la stratégie qu'elles doivent mettre en œuvre pour aller saisir les opportunités dont on a parlé, quasiment indépendamment des aides de l'État. On a certaines entreprises qui ont plutôt des fois des réflexes qu'on peut retrouver d'aller dans des chercher fournisseurs. ces aides. Oui, d'aller chercher les aides et du coup Ouais. de faire des projets pour aller chercher les aides, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est en amont d'avoir une stratégie claire et de cibler ce que l'on veut faire en fonction de la manière dont on pense que le marché va évoluer. Et ensuite, les aides de l'État doivent venir aider ce mouvement-là. Et donc, on va aller travailler leur stratégie en regardant à 360 degrés leurs opportunités et ensuite les accompagner dans la mise en œuvre. Donc ça se passe au niveau individuel. Et c'est le deuxième enjeu qu'on cultive fondamentalement dans nos accélérateurs, c'est d'essayer de créer un vrai collectif d'entreprises. Parce que comme je vous le disais, le dirigeant de PME est souvent isolé. Le fait de l'inscrire dans un programme où pendant 18 mois, il va avoir, comme il y a 16 entreprises, il a 15 camarades de promotion. Et bien avec ces camarades, en fait, il va aller régulièrement aller réfléchir aux enjeux de son secteur, aux enjeux de son entreprise. Et du coup, créer au sein de ce collectif une connaissance intime à la fois personnelle, mais aussi dans l'intimité de leur entreprise. Et de cette connaissance intime, en fait, on voit des projets se générer parce que on va se donner des coups de main, on va s'aider à l'export, et ça permet aux entreprises de se structurer et ensuite de croître. Alors ça, c'est pas énorme par rapport, j'imagine, à l'écosystème existant. Comment vous les avez sélectionnés ? On les a sélectionnés avec le CNC, avec 2 critères fondamentaux. Un, la solidité et le potentiel de croissance de l'entreprise. On les connaît très bien du côté de BPI France parce qu'on les finance. Le CNC aussi les connaît très bien. Et donc, ensemble, on a sélectionné ces entreprises sur ce premier critère. Le deuxième critère qui est très important pour nous dans les accélérateurs par rapport à la dynamique que je décrivais, c'est que le dirigeant soit prêt à s'inscrire dans une dynamique collective. Et donc, soit prêt à se faire quelque part challenger par des consultants externes et aussi de s'ouvrir auprès des autres accélérés de sa promotion pour qu'il soit capable de créer une vraie dynamique. Et le potentiel de croissance aussi. Exactement. C'est la technologie que vous regardez ? On va regarder la technologie, mais c'est un des aspects... Ou la réponse justement à la demande, comme nous l'expliquait Philippe Noton, c'est important de se dire, tiens, il y a une demande, on ne pense pas juste offre technologique, mais réponse au marché. L'aspect fondamental de ces programmes, c'est que justement on s'inscrit sur une dynamique de 18 mois. Et du coup, on va d'abord aller travailler sur les enjeux stratégiques, les marchés, et ensuite la technologie est quasiment un moyen d'y répondre à ces enjeux de marché. C'est vraiment comme ça que l'on va voir la dynamique que l'on crée dans les accélérateurs. Et aujourd'hui, on lance la 3e promotion de cet accélérateur. Ce que l'on voit déjà en termes de résultats sur les 2 promotions qu'on a lancées, notamment la première qu'on a lancée en 2020, c'est qu'on a des entreprises qui, en travaillant en profondeur sur leur stratégie, en travaillant en profondeur sur l'organisation, ont réussi à s'inscrire dans un doublement de leur chiffre d'affaires en moyenne sur cette première promotion sur les 3 années d'accélération et un doublement aussi de leurs effectifs. On est passé de 30 à 60 ça met une certaine pression pour la nouvelle promotion. Exactement, c'est un challenge. Vous avez profité de dispositifs d'accélération au tout début du projet, Philippe Noton, avec Cyper ? Je reviens à Bruxelles, Grand H2020, Horizon Europe, programme PSPC avec la région Île-de-France. Donc ça, c'est côté français. Et du CIR, bien évidemment, vous est sur une activité qui est très profonde en termes de recherche. Et BPI est un interlocuteur en France, qui s'est imposé rapidement pour vous aussi. J'ai vu que dans le déroulé du programme, il y avait 6 journées de séminaires dispensés par HEC Paris. Je me suis dit, ça ne fait pas un peu un choc des cultures, ça ? Il y a effectivement un petit choc des cultures et puis un retour de ces dirigeantes et de ces dirigeants sur les bancs de l'école, un peu, clairement. Ce que l'on assume parce que l'on est une école de commerce. Et en plus, une école de commerce. Qui n'est pas forcément, j'imagine, dans le cursus de la plupart des patrons que vous aidez. Exactement. Et le fait finalement d'aller exposer des enjeux stratégiques avec une vision qu'on va qualifier de MBA presque, quasi académique, face à ces dirigeants qui sont très opérationnels, leur permet en fait à la fois de s'ouvrir sur de nouvelles perspectives, d'acquérir des fois des compétences qu'ils n'ont pas forcément développées sur le tas, on va dire, et du coup de déverrouiller certains potentiels. Je vous prends l'exemple encore une fois du plan stratégique qui est pour moi assez emblématique. La plupart de ces dirigeants, lorsqu'ils rentrent dans l'accélérateur, ont déjà une vision stratégique à peu près claire. Ils ne l'ont pas nécessairement formalisée, ils n'ont pas forcément utilisé les outils pour embarquer leur comité de direction et l'ensemble de leurs équipes sur ce plan stratégique-là. Ce qu'on va faire avec HEC comme avec les experts que l'on fait intervenir, c'est que l'on va leur donner les outils justement pour cadrer ce plan et embarquer ces équipes.
Est-ce qu'il y a des business models à inventer aussi dans le domaine de la diffusion des contenus culturels ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas un peu forcé de suivre finalement ce qu'imposent des plateformes comme Netflix ou Disney ? Alors on voit qu'il y a à la fois une évolution qui est liée effectivement, qui est tirée, on va dire, par ces nouvelles plateformes, et dont je pense on ne peut pas totalement s'affranchir. Il faut nécessairement l'intégrer dans une vision stratégique. Néanmoins, toutes ces sociétés de la production audiovisuelle sont confrontées à aussi une diversification de cette plateforme-là. Il y a des plateformes qu'on connaît beaucoup, qui sont les Netflix et autres, mais il y a des nouveaux médias qui sont en train de se créer, des médias vidéo, des nouveaux supports qui sont quelque part complémentaires, notamment dans la promotion des séries qu'ils vont distribuer sur Netflix. Et du coup, se saisir de tous ces canaux-là est pour moi fondamental. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait un enjeu sur la transition bas carbone. Bon, de toute façon, ça s'impose aujourd'hui dans toutes les industries. Comment vous traitez ce sujet avec eux ? Alors ce sujet, déjà du côté de BPI France, on s'en est saisi très largement parce qu'on a lancé un plan climat il y a 2 ans avec comme ambition d'accompagner plus de 20 000 entreprises dans les 4 prochaines années sur leurs enjeux de transition. Et donc, comment est-ce qu'on va aborder ? On va regarder avec ces entreprises quels sont leurs enjeux de transition. C'est l'une d'ailleurs des priorités du ministère de la Culture. Vous l'avez vu, il y a eu une annonce assez récemment d'une enveloppe de 25 millions qui allait être consacrée justement à la transition des acteurs. On va regarder en quoi ils sont confrontés à cela avec un niveau de maturité des dirigeants qui est généralement très hétérogène au sein de la promotion. Certains sont un peu pionniers sur ces dimensions-là, c'est-à-dire qu'ils se sont saisis de la chose, qui ont déjà fait un bilan carbone, ils ont déjà des premières initiatives. D'autres sont finalement moins sensibilisés, voire potentiellement réfractaires. Notre enjeu, c'est juste de leur expliquer voilà ce à quoi vous allez être confrontés dans les prochaines années, et du coup, quelles sont les stratégies à adopter pour intégrer ces changements-là, et puis très vite adopter une organisation suffisamment agile pour que cette transition soit là encore créatrice de valeur et non pas destructrice, quasiment défensive par rapport à votre business aujourd'hui. Alors, vous avez débuté votre carrière au sein de Bain & Compagnie. Vous avez travaillé notamment à San Francisco. Vous avez vu, j'imagine, évoluer ces liens, ces relations entre l'investissement aux États-Unis et l'investissement en France. Philippe Noton nous disait que les Américains ne regardent plus tout à fait de la même façon quand même aujourd'hui, un peu plus avec sérieux. Est-ce que vous avez vu cela aussi changer avec la manière dont BPI s'est emparé de l'investissement dans la French Tech ? Alors de façon très claire, je pense que la dynamique qui a été créée par BPI France, mais aussi par tout l'écosystème sur la French Tech, que je qualifierais quasiment de vague une, la French Tech digitale, a vraiment rayonné et a vraiment crédibilisé notre capacité en tant qu'économie française à créer des acteurs pertinents, compétitifs, des futurs leaders sur leur secteur en accompagnement des startups. Et d'ailleurs, notre challenge sur ce que je qualifierais de deuxième vague de startups, qui sont les startups industrielles, ça va être de créer cette même dynamique, cette même visibilité, de donner les moyens aux entrepreneurs qui se lancent, comme pour Cypearl, et qui prennent des risques, qui sortent de grands groupes, comme ST Micro qu'on connaît bien, ou Atos, je crois aussi. Et Atos, qui prennent le challenge de créer une nouvelle entreprise, de leur donner les moyens et de leur mettre de les environner, je dirais, par un écosystème qui est capable de maximiser leurs chances de réussite. Et ça va être notre challenge. Le challenge, je pense qu'on l'a largement relevé sur les startups digitales, on continue. Ouais. Là, il y a tout l'écosystème de startups industrielles qui est ce nouveau mouvement que l'on se doit d'accompagner. Et les fonds aujourd'hui jouent le jeu, selon vous ? Alors, je ne parle pas du fonds BPI, parce qu'on le retrouve partout, derrière toutes les initiatives, mais les autres, les fonds privés. Non, pour la deep tech, l'industriel, ils ne sont pas là. Ouais. C'est les VC classiques de la French Tech qui ne peuvent pas. Ça va être des tickets 300, 500 000, 1 million. Dans notre cas, c'était des tickets minimum de 5 millions. Ouais. Donc, quand vous êtes en early stage, c'est juste que ça ne passe pas. C'est pour ça qu'on est avec des corporates ou du public. Et je peux rajouter qu'on partage cet enjeu-là. C'est d'ailleurs pour ça que nous-mêmes, en tant que BPI France, on investit largement sur les startups industrielles. Et on a lancé aussi récemment le Fonds national de venture industrielle, qui est en fait un fonds qui va lui-même investir dans des fonds privés qui auront vocation à aller investir dans les startups industrielles. Donc ça prend un peu plus de temps que notre action directe, je dirais, mais on est en train de s'atteler à créer un écosystème de fonds privés qui seront capables d'accompagner ces projets. Merci beaucoup Guillaume Mortelier de BPI France était avec nous, Philippe Noton de Cypearl également. On se retrouve pour la dernière chronique de Smart Tech, elle s'appelle Où va le web ? Alors, on parle des NFT avec Eva, avec cette erreur qui a coûté des centaines de milliers de dollars.
C'est l'histoire d'une erreur qui coûte très cher. Il y a quelques semaines, un utilisateur d'OpenSea a dépensé 100 Ethers pour un NFT gratuit. Pour vous donner une idée, 100 ETH équivalait au moment des faits à 191 000 $. Tout commence début avril. OpenSea lance une collection de NFT gratuits pour fêter le lancement de la nouvelle version de son protocole. Les internautes se jettent évidemment sur l'occasion. Mais le 5 avril, un trader en achète accidentellement un pour 100 ETH sur le marché secondaire au lieu de 0,04 ETH. Alors, erreur ou pratique frauduleuse, pour certains internautes, le doute plane. Il pourrait s'agir de wash trading, une pratique de manipulation fréquente qui permet de faire gonfler le volume de transactions. Il suffit à l'utilisateur de mettre en vente un NFT à un prix très élevé et enfin de le racheter lui-même dans la foulée. Mais pour d'autres, il s'agit bel et bien d'une erreur de l'utilisateur. Le trader aurait probablement voulu faire une enchère à 100 $, mais a accidentellement misé 100 ETH. Quoi qu'il en soit, le trader se retrouve ici avec une perte sèche de presque 100 ETH et a surtout peu de chances de pouvoir un jour revendre ce NFT à un prix aussi élevé. Alors, un conseil, ne vous précipitez pas lorsque vous souhaitez acquérir un NFT. Une erreur de devise ou de virgule est vite arrivée. Vous avez bien entendu le conseil. Soyons prudents avant d'investir dans les NFT. Merci beaucoup, encore une fois, Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l'accompagnement chez BPI France, et Philippe Noton, président fondateur de Cyper, de m'avoir accompagné aujourd'hui dans Smart Tech. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve dès demain. Les discussions sur la tech continuent sur Bismart avec Smart Tech.